de développement durable dans les nouvelles villes intelligentes, la transition énergétique, la gestion de l'eau, l'agriculture durable et les transports propres. Derrière ces projets, une ambition de construire une économie plus résiliente et améliorer la qualité de vie des citoyens. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'interviewer dans notre studio notre invité, Dr Yousra Chaaben, professeur de droit à l'université de Ain Shams et experte en développement durable. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer l'interview, on va voir ensemble un petit reportage. Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouli, a inauguré 9 nouveaux projets lors d'une tournée dans la zone industrielle de Ain al-Soukhna, relevant de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, la SC Zone. La zone économique du canal de Suez compte plus de 200 usines, soit des investissements de 6,5 milliards de dollars. Voyons ensemble. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré 9 nouveaux projets dans la zone industrielle d'Ain Soukhna. Ces projets représentent un investissement total de 182,5 millions de dollars, s'étendant sur près de 338 000 mètres carrés et devraient générer plus de 1300 emplois. Il couvre plusieurs secteurs industriels stratégiques, notamment les industries d'ingénierie et métallurgie, pharmaceutique, textile, du verre, chimique et du polyuréthane, ainsi que les activités d'emballage, de conditionnement et de recyclage, illustrant la volonté des autorités de bâtir une base industrielle intégrée et compétitive. Le chef du gouvernement a affirmé que l'État intensifiait ses efforts pour soutenir l'industrie nationale et encourager la localisation des activités productives, soulignant le rôle central du secteur privé comme partenaire du développement économique. Il a également insisté sur la nécessité de stimuler les investissements nationaux et d'attirer davantage de capitaux étrangers et arabes dans le cadre d'une stratégie visant à faire de l'Égypte un hub industriel régional. Madbouli a par ailleurs réaffirmé l'engagement de l'État en faveur du label Made in Egypt en soutenant les industries locales capables de se substituer aux importations afin de réduire la facture des importations, préserver les ressources en devises et renforcer les exportations. La zone économique du canal de Suez s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux piliers de l'économie nationale et une destination privilégiée pour les investissements internationaux grâce à son emplacement stratégique, ses infrastructures modernes et l'intégration entre ports et zones industrielles, ce qui en fait une plateforme essentielle de chaîne d'approvisionnement mondiale. De son côté, le président de l'autorité de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal Eddine, a souligné que ces inaugurations traduisaient la diversité et la solidité de la base industrielle de la zone dans le cadre d'une stratégie visant à attirer des investissements de qualité, renforcer la production locale, accroître la part des composants nationaux et augmenter la valeur ajoutée. Retour à notre invité, Dr Yousra Chaaben. Avec tous les événements et les crises mondiaux qui sévissent autour de nous, est-ce qu'on peut vraiment parler des projets de développement durable? Tout d'abord, on doit dire que l'Égypte, elle déploie des efforts incroyables en ce qui concerne l'économie, le développement durable, et elle a même mis en place une stratégie 2030 pour le développement durable. Tous les axes, lorsqu'on parle des axes de protection, d'économie, de politique, etc., tous ces axes-là, pour servir à une vision 2030 pour le développement durable. Ce sont 17 objectifs qui ont été mis en place par les Nations Unies et que tous les États en vue de développement, ou surtout comme l'Égypte, essayent de remplir ces axes-là avec ces critères, etc. Et donc l'Égypte, comme vous dites, on ne peut pas nier en fait qu'elle est tirée à
quatre angles, à quatre, voilà, parce qu'elle essaye, même lorsqu'on a ces défis politiques-là, de faire développer son terrain interne. Oui. Ça, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile, mais c'est avec aussi toutes les volontés des citoyens, des investisseurs, que restons positifs, quoi. Voilà, tout simplement, je peux dire que c'est grâce à toute une complémentarité entre citoyens, gouvernements, investisseurs, économistes, experts, etc. Tout le monde essaye de maintenir ce corpus pour le bien de notre État, pour le bien de notre pays, pour l'économie et pour les... N'oublions pas que ces projets-là ouvrent la porte à tous les offres d'emploi pour beaucoup de jeunes, de nos frères, sœurs, employés, etc. Ma question suivante est toujours posée par beaucoup de citoyens. Quelle est la différence entre croissance économique classique et développement durable? En fait, la croissance économique classique, c'est qu'on peut faire quelque chose en petit ou moyen terme, c'est-à-dire dans 5 ans, et très bien, on a fait la croissance économique, bravo, au revoir, et c'est tout. Par contre, la durabilité, ou la politique ou la stratégie de durabilité, c'est qu'on fait aujourd'hui pour les années à venir. Parce que déjà, la définition du développement durable, c'est qu'on a déjà des ressources mais à 100%. Oui. La terre, on a 100% de l'économie de l'or ou du magnésium ou de n'importe quel... C'est juste un exemple. Oui. Et donc, nous, comme génération, on ne doit pas utiliser les 100%, mais on doit faire en sorte d'être sage pour consommer non les 100%, mais une partie des 100% et garder pour l'avenir d'une manière ou d'autre. Voilà, c'est la stratégie là qui parle, c'est la vision qui parle, pour garder les 50%, les 60% pour les restes de la génération. Et donc c'est une durabilité, pas pour 5 ans, comme la croissance économique qu'on peut sentir au petit ou moyen terme, vite fait, mais voilà, c'est une croissance et c'est tout, et on tourne la page. Mais la durabilité, elle peut rester avec nous des générations et des générations pour la génération présente et pour les générations futures. Ça, c'est la différence importante entre les deux termes. Et quels sont les projets les plus importants en matière de développement en Égypte? En Égypte, il y a ce sont des défis en fait, parce que... Est-ce qu'on peut dire premièrement que chaque pays a des projets qui appartiennent... Ça dépend de beaucoup de choses. Oui. Quelles sont déjà ces choses-là? Les ressources initiales du pays. Numéro 2, la complémentarité entre X et Y. Oui. On parle toujours du marché arabe commun, du marché à l'instar de l'Union européenne, etc. Oui. Parfois, il y a des accords bilatéraux, des accords économiques, etc. Des hubs entre X, Y. Et là, c'est la zone du canal du Suez, elle fait l'exemple de ceci pour être un hub entre 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe, avec le canal du Suez, le Ain es-Sokhna et tout l'est du Caire. On essaye, c'est pas évident, mais ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses, mais et j'ajoute aussi à ce qui est développement durable une petite chose, c'est que c'est bien que le développement durable, on prend parfois des décisions, comment dire, difficiles, mais qui sont difficiles et parfois qui sont sages et raisonnés comme ça, qui ne donnent pas l'effet tout de suite, mais on va ressentir les effets avec le temps. Ça, c'est la durabilité. Au contraire, la croissance économique rapide qui fait l'effet tout de suite et que parfois vous ne prenez pas en considération cette durabilité ou l'économie pour les générations futures. Et quels sont ces projets-là en Égypte, à part le hub du canal de Suez? L'Égypte, elle détient des atouts importants, des atouts, par exemple, l'énergie solaire, l'énergie éolienne,
l'axe géographique considérable et qui est brillant entre beaucoup d'autres ports. Par contre, il y a des défis tels que les coûts du port, les coûts. Et donc ici, il parle de ce qu'on appelle le one day shop. C'est-à-dire le shipment ou les bateaux qui vont venir, ils vont faire cette maintenance sur une seule journée, tout ce qu'ils veulent acheter, etc. Il y a des domaines particuliers, oui et non. Et là, je relis ce que vous dites avec aussi une conférence très importante qui a été faite par le président du Conseil des ministres avec le UNICEF en Égypte, il y a juste quelques jours, parlant de l'avenir, le futur de l'éducation en Égypte. Et là, ils ont précisé également des domaines particuliers, en l'occurrence la technologie, parce que c'est un défi important pour l'Égypte, restant aussi les premiers en Afrique. Je veux dire que oui, il y a des défis pour la technologie en Égypte, etc. Par contre, on est quand même beaucoup mieux placé que d'autres pays africains. On reste dans les premiers rangs des pays africains. La technologie, n'oublions pas aussi tout ce qui est ressources naturelles, parce qu'on a besoin d'infrastructures particulières, et donc aussi on a besoin de coûts, on a besoin d'investissements pour ce qui concerne l'infrastructure, pour pouvoir prendre en compte toutes les ressources naturelles qu'on a, pour que ce soit un atout vraiment qui pèse dans notre vision de ce projet économique. On a beaucoup de choses naturelles qu'on essaye de les mettre en place, et que surtout avoir des villes de troisième génération. Troisième génération, c'est-à-dire on va développer les transports, on va développer, comme je vous dis, l'infrastructure, même au niveau des rues, des ruelles, de l'électricité, de tout ce qui est utilisable par la personne au quotidien. La gaz naturel, l'hydrogène vert, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de domaines essentiels. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des domaines qui sont comme le backup, qui sont comme le soutien important. Par exemple, le droit ou les législations sont toujours importants qui viennent pour soutenir tout ce qui est projet, faire les réglementations, les règles, etc. N'oublions pas la francophonie aussi, si on va développer ceci avec nos voisins et nos pays africains. Et donc, on a besoin aussi des langues. Et donc, il y a tout un secteur, tous des secteurs essentiels et complémentaires qui vont donner un paysage et une image complète de tous ces domaines dont vous me posez la question. Et ces méga-projets, est-ce qu'ils créent réellement des opportunités d'emploi durable pour les jeunes, ou bien les hommes vont être... je ne veux pas dire que l'intelligence artificielle va prendre la place de l'être humain, mais c'est ce qu'on voit dans plusieurs domaines aujourd'hui. Alors, est-ce que ces projets de développement durable, ils vont créer des opportunités d'emploi pour les jeunes? Votre question, elle est plutôt une question sur la fonction ou la relation entre AI, entre IA, intelligence artificielle, et des métiers. Maintenant, on pose la question, est-ce que par exemple, pour le monorail, il n'y a pas de conducteur? Oui. Il n'y a pas un être humain qui conduit le monorail? Par contre, il y a un expert qui va programmer le AI, c'est-à-dire il reste toujours le côté humain. Mais il a programmé et c'est terminé. Et une maintenance, non, mais n'oublions pas qu'il y a toujours une maintenance, une visibilité, ou plus, oui, comme je vous dis, une maintenance qui a besoin toujours d'une... Voilà, il y a des métiers ou des domaines qu'on a besoin de l'AI pour un début, ensuite le côté humain... il va s'absenter totalement.
s'absenter totalement, ou bien on a d'autres métiers que la présence du côté humain, il est toujours persistant. En ce qui concerne ma spécialité, parfois on pose la question, est-ce que l'AI va remplacer l'avocat? Est-ce que le AI va remplacer le professeur à l'université? Oui. L'AI a déjà remplacé les présentateurs de la télévision. En plus. Peut-être la semaine prochaine, je ne serai pas là. Non, mais alors c'est une menace pour tous les métiers. Par contre, moi je pense que oui et non, parce que comme je vous dis, il y a toujours le côté humain, au moins pour programmer le AI, pour rester sur le terrain, pour prendre son chemin, pour présenter ou pour aller aux tribunaux ou autre. Il y a toujours ce côté humain. Je ne pense pas, et donc la réponse à votre question, qu'il reste toujours des offres ou une nécessité certainement de nos jeunes, sinon ça sera la catastrophe. On va augmenter le taux du chômage et ça c'est catastrophique. Mais je pense pas parce qu'on a toujours besoin de ce côté humain. Mais là, moi je souligne quelque chose de très important, c'est la qualité de l'éducation. Et c'est aussi parce que oui, on ne va pas remplacer tout et n'importe qui, on va pas accepter que l'intelligence artificielle prenne la place de X, Y et Z personnes humaines, mais ces personnes humaines, elles doivent faire preuve d'une certaine qualité du travail, d'une certaine qualité qualité professionnelle dans les projets, dans les aspects même pensée, direction. Tout en fait, ces personnes humaines doivent faire preuve d'une bonne direction, d'une sagesse humaine importante. Et là, je vais dire que cette qualité, c'est là qu'on va prendre par un critère qualitatif et non pas quantitatif. Parce que si on parle qualitatif et quantitatif, mais moi je pense que les prochaines années, l'Égypte, elle aura besoin des personnes bien qualifiées et qu'on ne parle pas de nombre de personnes employées, mais surtout de la qualité de la personne employée. Et là, c'était aussi un axe parmi les axes qui ont été débattus lors de la conférence avec UNICEF. En fait, c'est un projet qui a été mis en place entre la UNICEF et le ministère d'éducation nationale égyptienne pour le bienfait de l'éducation. C'est-à-dire, ils prennent en place, par exemple, 20 ou 30 ans dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éducation nationale en Égypte dans l'avenir? Et c'est avec le soutien du UNICEF. Ils ont parlé, vous savez, avant de vous dire les détails, mais vous savez qu'en Égypte, on différencie entre deux choses, l'éducation nationale, c'est-à-dire jusqu'au baccalauréat, et l'éducation supérieure, l'éducation universitaire, à partir des licences, etc. Licences, baccalauréat, etc. Parce qu'il y a d'autres pays qui font le ministère d'éducation tout entier. Voilà. Par contre, nous, et donc là, le protocole était entre UNICEF et éducation nationale, c'est-à-dire tout ce qui est avant le baccalauréat. Et Monsieur Moustapha Madbouli, il était présent avec beaucoup de ambassadeurs, de personnalités politiques, etc., pour débattre, pour discuter de l'avenir de l'éducation en Égypte. Ils ont fait face, ils ont approuvé quelques défis, plusieurs défis, ce qu'on connaît tous, ce qui concerne les classes et le nombre des élèves qui peut être surpeuplé. Voilà, ils ont parlé de la qualité des enseignants, qu'ils doivent prendre des formations, etc. Ils ont parlé de logistiquement des classes, des écoles, des zones géographiques, ça me semble très intéressant, mais malheureusement notre temps arrive à bout. Je vais terminer maintenant. Ça se relie tout en fait, l'éducation certainement avec l'industrie certainement. Oui, bien sûr. Docteur Yousra Chaaben, professeur de droit à l'université de Ain Shams et experte en développement durable, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci. Merci mesdames et messieurs pour votre attention et à la prochaine.